Véronique Prince, Michel David, Dimitri Soudas, bonsoir. Bonsoir. Plan de 300 millions qui a été annoncé aujourd'hui par Bernard Drinville. Je vous remonte peut-être les points saillants, le résumé, ceux qui n'étaient pas avec nous en tout début d'émission. Essentiellement, c'est du tutorat hors des heures de classe, midi, soir, semaine de relâche également. De l'aide spécialisée là, pour ceux qui ont des besoins, des élèves qui ont des besoins particuliers, donc aller encore plus loin, des cours d'été gratuits. Ça, il y a des organismes communautaires qui recevront de l'argent pour tout ça. Soutien, bon, et voilà, c'est inscrit. Rattrapage, je le disais, durant la semaine de relâche. Donc, bien accueilli, Véronique Prince, chez les partis d'opposition. On écoutera tout à l'heure, mais je vais faire un premier tour de table. Donc, M. Drinville, qui surtout ne voulait pas aller sur les négos, a présenté le plus simplement son plan. Là. Oui, puis on voit que c'est un plan qui est conçu pour plaire aussi aux enseignants, pour plaire aux syndicats et s'assurer finalement que la ronde d'Assemblée générale là, qui s'amorce va faire en sorte que tout le monde va être content puis que ça aide finalement à adopter les ententes de principe, à les entériner. Alors, c'est un plan qui dit, bien, vous êtes autonome, vous faites vos propres plans, on va vous donner l'argent. Puis c'est ça, finalement, qu'ils veulent entendre. Mais j'ai l'impression aussi peut-être que les écoles et les enseignants vont y prendre goût, hein? Parce que ça, ce sont des mesures qui pourraient très bien fonctionner, là, si ça fonctionne comme prévu. Puis 300 millions, ils le réclament depuis longtemps, cet argent-là, pour avoir cette autonomie puis donner plus de cours. Alors, c'est sûr que le jour où ça va disparaître parce qu'on juge que le rattrapage va avoir été fait, bien, je peux vous assurer qu'il y a des mains qui vont se lever et qui vont dire, bien, le tutorat, ça devrait continuer en septembre prochain aussi dans l'autre année. Oui, puis on nous disait à la FAE tout à l'heure, là, on demande aux enseignantes, au personnel de lever la main et de considérer tous les besoins. C'est le temps, là. Ce programme-là passe. Michel David, commentaire général sur ce qui a été présenté ce matin? Bien, évidemment, on aurait tous aimé mieux que ça ne soit pas nécessaire de présenter un plan comme ça parce qu'il n'y aurait pas eu de grève. Mais dans les circonstances, je pense que c'est à peu près ce que M. Drinville pouvait présenter de mieux. Sur papier. Maintenant, c'est certain que même si M. Drinville ne veut pas faire de lien avec les votes qui vont avoir lieu pour entériner l'entente de principe à la FAE en particulier, il y a un lien. Et je trouve que ce qui va être intéressant, c'est que la réponse des enseignants à l'appel, parce que c'en est un du gouvernement pour s'impliquer là, dans le plan, va refléter beaucoup l'état d'esprit des enseignants. Parce que vous savez, moi, j'ai pas de doute que les ententes vont être entérinées, mais tout le monde qui a fait une grève sait que des fois, on rentre un peu à reculons parce qu'on sait qu'on est allé au bout de ce qu'on peut faire, mais ça ne veut pas dire qu'on est content. Alors, est-ce que les enseignants vont se dire, bon, mais maintenant, là, on recommence, on efface l'ardoise, on repart à zéro dans un nouveau climat? Je pense que ça va être assez révélateur, la réponse qu'ils vont donner à l'appel du ministre. Dimitri Soudas, en même temps, il y en a, puis on a fait beaucoup de reportages là-dessus. Il y a des familles d'enseignantes, d'enseignants qui ont trouvé ça très dur, le nombre de grèves, la FAE notamment. Et là, c'est une possibilité aussi d'aller chercher un petit surplus là, en aidant des élèves. Bien, en aidant des élèves, mais je pense que Véronique a mis son doigt sur l'objectif principal, de ne pas trop perturber les choses et s'assurer que les ententes de principe seront ratifiées par les membres. La question qu'on doit se poser, vous l'avez posée au ministre Patrice, c'est tout cela se fait sur une base volontaire. C'est peut-être facile de trop manger, mais ce n'est pas facile de trop apprendre. Et donc, est-ce que les professeurs seront à l'appel? Est-ce que les parents seront à l'appel? Imaginez un enfant qui dit à ses parents, ben c'est sur une base volontaire, moi je ne veux pas y aller. Donc, est-ce que l'objectif primaire de créer un système d'éducation qui non seulement prépare nos jeunes générations pour l'avenir, mais de créer le savoir nécessaire? Peut-être qu'on va voir cette réponse à un meilleur système d'éducation pour les étudiants une fois que les ententes seront ratifiées. Et je veux faire, avant de vous faire entendre les réactions, je veux, Michel et Véronique, vous entendre là-dessus, parce que j'ai effectivement posé la question au ministre. Si l'élève ne sent pas le besoin, même si l'enseignante l'identifie, si les parents de cet élève-là, malheureusement, ne poussent pas dans cette direction-là, on peut peut-être, malheureusement, faire tomber des élèves dans une craque, Michel.
Ben, c'est évident que le risque existe, mais le risque, il est déjà là. Et il y a déjà des élèves qui tombent dans les cracks, des élèves qui sont identifiés par les professeurs, qui en parlent aux parents, et malheureusement, il y a des parents qui ne comprennent pas le message. Alors oui, le risque est accru, mais il est déjà là et les résultats sont là. Le décrochage, c'est pas pour rien là, qu'on le constate. Oui, Véronique. Oui, je pense aussi, malheureusement, que pour plusieurs raisons là, qui leur sont propres, là, il y a des parents peut-être qui ne donnent pas non plus toujours l'encadrement nécessaire pour leur enfant. Puis peut-être qu'eux-mêmes vont juger que le tutorat, c'est pas nécessaire. Puis en plus, l'enfant ne veut pas le faire. Donc, c'est là où c'est sûr qu'on ne pourra pas tout récupérer. On va en échapper quelques-uns, ça, c'est clair. Bon. Alors, je vous disais, réaction essentiellement positive de tous les partis d'opposition. Je fais entendre Marois Risky, ensuite des extraits des autres partis. Nous, on l'accueille favorablement. Il y aura peut-être quelques ajustements et des précisions à apporter de la part du ministre de l'Éducation. On aimerait que cette enveloppe de 300 millions soit répartie en fonction des journées manquées, non pas selon ce que le Centre de service scolaire lève la main et reçoit les montants. Alexandre Leduc, on va voir sa déclaration également, qui est plutôt satisfait. Ce plan, a-t-il écrit, semble mettre les enseignantes au centre des décisions sans leur imposer. C'est un pas dans la bonne direction. Ce sont elles qui sont les mieux placées pour saisir les besoins des élèves, etc. Donc, aucun enfant ne doit être laissé derrière. Pascal Bérubé, finalement, qui est aussi assez positif. Les intentions derrière la proposition du ministre sont les bonnes. Il faut donner de la flexibilité aux enseignants, aux centres de services scolaires, aux parents, etc. Donc, c'est le mot qui revenait aujourd'hui, flexibilité, Dimitri Soudas, parce que c'est pas, comme a dit le ministre, du mur à mur, là. On a essayé d'être le plus souple possible. Le plus souple possible peut aussi dire que juste parce qu'on balaie la poussière en dessous du tapis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poussière. Et je pense que ça serait mieux d'avoir des déclarations qui disent de mettre les étudiants au centre de nos décisions. On se le dit, que ce soit en santé ou en éducation, il y a un déficit actuel, un déficit sur la qualité du système d'éducation et la qualité du système de santé. Donc, cette flexibilité, oui, mais en même temps, est-ce que si on ne serait pas en plein milieu de ratification d'entente de principe, est-ce que ça serait volontaire? C'est une bonne question. Parlons-en de la ratification. Quel est votre sentiment? On n'a pas de boule de cristal, personne, mais Michel David, là, on marchait. Bernard Drinville, ça fait plusieurs fois que je l'interviewe. C'est la fois où il était le plus calme et le plus posé. Là, vraiment, chaque mot était réfléchi. Il y a même eu un long silence pour ne pas faire de gaffe. Alors, on veut pas faire dérailler le processus, mais on ne sait jamais ces choses-là, Michel. Non, on ne sait jamais. Regardez, voyez la SQ, là, je comprends qu'on ne compare pas les mêmes choses, mais tout le monde pensait que l'augmentation qui avait été proposée par le gouvernement était tellement intéressante que ça aurait été adopté haut la main, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, dans ce cas-ci, je comprends que les centrales syndicales vont vanter l'entente qu'ils ont conclue. Ils ne peuvent pas dire, écoutez, là, on vous vend du mauvais stock, puis on ne peut pas faire mieux. Mais ceci étant dit, je pense que beaucoup d'enseignants vont accepter l'entente, et c'est pas tout ce qu'ils ont réclamé, c'est évident. En particulier, je ne parle pas des salaires en particulier, de l'organisation du travail. Ils ont certainement eu des compromis à faire. Est-ce que ça va les satisfaire? Ils vont entériner l'entente, mais il reste à voir dans quelle mesure ils vont retourner au travail avec, disons, avec un nouvel enthousiasme, c'est ça? Oui. Véronique, la question que je posais au ministre, c'est là où il n'y a pas eu de réponse, et il demandait de la souplesse. Là, on ne sait pas, on verra quand tout ça sera public, mais augmentation salariale, ça, c'est très bien, il y a eu des... Bon, mais on ne sait pas, est-ce que à la fin de l'exercice, nos classes seront mieux? Est-ce qu'il y aura un avantage pour la population? On peut penser que chacun a fait son bout de chemin, mais il y a une variable à laquelle les deux parties n'y peuvent rien. C'est la pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Puis c'est pas juste lié aux conditions de travail, c'est pas juste lié au salaire, c'est lié à un paquet de facteurs démographiques aussi. Puis ça, bien, à un moment donné, autant les syndicats que le gouvernement sont devant ce fait-là puis doivent trouver une solution pour y faire face. Oui. Pour les ratios, par exemple, parce qu'on veut bien... Admettons que théoriquement, on a l'argent pour réduire les ratios. S'il n'y a pas plus d'enseignants, on n'est pas plus avancé. Très bien. Je vais vous montrer des images. J'ai hâte de vous entendre, Dimitri.
d'un journaliste de Rebel News. On va écouter un extrait, mais je vous mets en contexte avant, qui posait une question, a voulu poser une question à la vice-première ministre, Mme Freeland, et il a été arrêté. On regarde l'extrait. Freeland, how come the IRGC is not a terrorist group? Why is your government supporting Islamo-nationalism? What? Excuse me. What are you doing? You're under arrest for assault. What, sir? Why are you pushing me? You're under arrest for assault. You're under arrest. Alors, vous êtes en état d'arrestation, dit le policier, pour assaut. Il dit, pourquoi vous m'arrêtez? Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Bon, Rebel News, là, Dimitri, expliquez-nous. Vous les connaissez bien, enfin, on les connaît bien. Cet homme-là aussi est assez connu, davantage au Canada anglais, mais quand même. Mais n'empêche, il a été arrêté pareil. Dimitri. Bien, premièrement, Patrice, respectueusement, je vais être en désaccord avec vous. Cet individu n'est pas un journaliste. C'est une personnalité comme le fou du village, par exemple. Il essayait de poser des questions, c'est son droit de poser des questions, même s'il n'est pas journaliste, à la vice-première ministre. Mais si vous regardez toute la vidéo, la façon qu'il se réfère au premier ministre, par exemple, ce n'est pas la façon qu'un vrai journaliste se référait au premier ministre. Cela étant dit, le policier est allé au-delà des limites, au-delà de la réalité, en l'arrêtant. C'était une arrestation qui n'aurait jamais dû avoir lieu contre cet individu. Ce qui me fascine le plus, c'est l'attaché de presse de la vice-première ministre. D'habitude, une attachée de presse est là pour protéger son ministre. Elle court plus vite que la ministre dans ce cas-ci. Finalement, la seule qui a bien géré cette situation, c'était la vice-première ministre. OK. Mais effectivement, il y a tout un débat. Rebel News n'est pas accrédité à la tribune de la presse à Ottawa. C'est un organisme controversé. Ils font des actions comme ça. Même chez les conservateurs, Patrice. Même chez les conservateurs, cet individu a aussi été arrêté parce qu'il a posé des questions complètement inacceptables à une députée conservatrice. L'ancien chef conservateur, Andrew Scheer, l'a fait sortir d'un de ces événements. OK. Bien, Michel et Véronique, soyez patients une seconde, mais je vais vous montrer ce que Pierre Poilievre en a fait de cet événement-là, et ça roule aux États-Unis, partout, dans les médias de droite. M. Poilievre, il dit, on va voir le tweet, il dit, le X, « Voici l'état de la liberté de presse au Canada en 2024, après 8 ans de Trudeau. » Puis là, il y a même une campagne, il réfère à une campagne de financement pour défendre cet homme qui, finalement, n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. On l'a libéré après. Alors, Michel David, qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien, c'est intéressant. Elon Musk aussi s'est mêlé du débat. Oui, et là, bien, on l'a, pendant si vous le dites, je vais le passer tout de suite. Oui. Il dit, Elon Musk a dit à Trudeau, ils ne passeront pas les prochaines élections en parlant des libéraux. Donc, il a appuyé. Alors, allez-y, Michel. Oui, bien, je pense pas que ces policiers-là étaient non plus en mission commandée par le gouvernement Trudeau. Je ne suis pas certain du tout que M. Trudeau a trouvé ça intéressant, ces images-là. Pour ce qui est de est-ce que c'est un activiste ou un journaliste, j'aurais tendance à penser qu'il fait davantage partie des activistes. Mais même si c'est un citoyen ordinaire qui n'a rien à voir avec les médias, la façon dont ça s'est passé n'est pas justifiable. Écoutez, un assaut. Les images qu'on voit, c'est plutôt le policier qui entre en collision avec l'individu, disons, qui n'a pas agressé la vice-première ministre. Il n'y a pas matière, ni à arrestation, encore moins pour assaut. Franchement, c'est grossier. Mais honnêtement, je pense que c'est un incident qui ne met pas en cause la liberté de presse au Canada. Là. Soyons sérieux. C'est ça. Mais la police, dites-vous, vous êtes d'accord avec Dimitri, est allée trop loin, parce que même si c'est pas un journaliste, peu importe, c'est un peu ça une démocratie, qu'il y a des gens... là, il n'a pas touché Mme Freeland. Là. Il s'est approché d'elle, effectivement, mais il ne l'a pas... S'il l'avait touché, c'était une autre histoire. Véronique? Il y a comme deux séquences pour moi dans l'image. D'abord, au début, quand le policier... puis... Oui. Bien, c'est ça. Quand le policier, au début, puis le journaliste en question qui se revendique journaliste, bon, il se fonce dedans. Ça, là, j'ai vu ça des dizaines de fois ici, là, sur la colline parlementaire, parce que les gardes du corps, ils sont dans un état d'alerte quand ils sont surtout à l'extérieur, comme ça, dans un endroit public. Puis, quand il y a un journaliste, quand ils finissent par nous connaître au fil des années, c'est une autre chose. Mais en plus, quand ils connaissent pas les gens qui ont affaire, bien, c'est sûr que c'est pas rare de voir ça. Là où vraiment j'ai
été étonnée, par contre, c'est l'arrestation. Parce que là, je me suis dit, OK, là, on passe vraiment à autre chose là, quand le policier dit « vous êtes en état d'arrestation ». Pour assaut. Bien, c'est ça, tu sais, mais en même temps, au début, là, quand les deux se foncent dedans, ça, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai été témoin à plusieurs reprises parce que, comme je le disais, ils entrent dans un état d'alerte qui est normal, ils font leur travail, ils sont aux aguets, surtout lorsqu'on est à l'extérieur comme ça. Oui, il y a des journalistes qui se font un peu tasser dans un scrum parce qu'on se rapproche trop, ça peut arriver. Mais encore une fois, l'arrestation. Mais ma question, dernier tour de table là-dessus, ma question, Dimitri Soudard, c'est pourquoi Pierre Poilievre, à ce point, saute sur cette histoire-là en disant, bien, c'est Trudeau, regardez l'état de la démocratie? Je pense que la stratégie de M. Poilievre, c'est que tout, incluant la neige aujourd'hui, c'est la faute de Justin Trudeau. Et à un moment donné, une chose que j'ai toujours dit, il faut que les attaques soient toujours crédibles. Et selon moi, surtout avec des exemples où ce même individu, que je ne vais pas qualifier de journaliste, a posé des questions complètement inacceptables à Melissa Lantsman, lui disant « Est-ce que vous avez gagné l'investiture de votre parti parce que vous êtes lesbienne ou parce que vous êtes qualifiée? » Ou quand le prédécesseur de M. Poilievre, M. Scheer, a littéralement demandé que cet individu soit exclu d'un événement de campagne du Parti conservateur du Canada en 2019. Si non, mais je pourquoi ne me il le trompe pas. fait rapidement? C'est trop tentant pour lui quand il voit ça. Il sait que ça va devenir viral. Vous l'avez dit, le mot-clé, c'est viral. Vous savez, on est rendu à un point où les politiciens peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux sans aucun contrôle sur la véracité. C'est de la récupération politique non nécessaire, selon moi. Michel David, qu'est-ce que ça vous dit de Pierre Poilievre aujourd'hui, là? Bien, ce que je trouve inquiétant, c'est que n'importe quelle niaiserie que M. Poilievre peut dire, ça n'altère pas sa popularité. Alors, plus ça va, plus il se sent libre de dire à peu près n'importe quoi. Et ça, je trouve ça assez inquiétant. Et je pense que M. Poilievre, à un moment donné, aurait intérêt à dire quelque chose de sensé sur quelque chose, parce que les Canadiens vont dire à un moment donné, « Oh, trop, c'est trop. » On comprend que M. Trudeau a fait des choses là, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas vrai que tout est tout croche tout le temps. Oui, Véronique, conclusion. Bien, moi, en fait, là, Pierre Poilievre, il nourrit sa base. Peut-être qu'un jour, il va être premier ministre. En attendant, tant qu'il ne l'est pas, ce qu'il doit faire, c'est mobiliser les troupes. Puis ça, c'est sûr qu'il y a une partie, il y a une frange, le discours anti-média, ça les appelle. Et donc, il nourrit finalement ce débat-là. Mais si un jour, lui-même devient premier ministre, probablement que son discours changerait à ce niveau-là. Véronique, Michel et Dimitri, merci beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Au revoir.